Il est 19 h, l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bintou Keïta est arrivée à Goma pour une visite de 3 jours. Elle rencontrera les représentants de l'AFC M23 pour échanger sur les priorités du mandat de la MONUSCO, en particulier sur la protection des civils. Suivez. Première visite de la chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo depuis la prise de Goma par le M23. En visite de 3 jours, Bintou Keïta doit rencontrer les représentants de l'AFC M23 pour échanger sur les priorités du mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils. Dans le cadre du bilan de la première année d'action gouvernementale, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe-Ndombe, revient sur les avancées majeures réalisées pour promouvoir l'identité culturelle congolaise. C'est une loi que les artistes et les culturels attendent depuis toujours. Ça fait plus de 30 ans qu'ils réclament cette loi et enfin nous pouvons dire avec fierté que nous avons une politique culturelle dans notre pays, ce qui est, je pense, une grande avancée parce que un secteur ne peut avancer sans avoir des fondements. Avec cette loi, nous déclarons le fait, par exemple, que nous voulons protéger les langues nationales. Il y a plusieurs aspects qui sont repris dans cette loi qui font que ça nous permet d'avoir un cap, d'avoir un fil conducteur par rapport au domaine culturel et artistique. Eza loi moko ezolo bat photo batela ba langue nationale. Eza eloko moko ezolo ba ke artiste il faut azala na statut. Et obligé sikoyo ke artiste il faut azala na sécurité sociale. Côté wana pe biso to sito bandaki ko travailler. Tokutani na ba assureur, tokutani na ba responsable ya couverture maladie universelle. Je crois na mikolo zoya moi lisolo moko malamu ekoya pona ba artiste. Na kendeki na province ya Congo central justement na likanisio yo ya likambo batela patrimoine. Donc notala toza kuna na ba site moko historique. Oh, photo batela ya wana na kendeki kuna na komaki na sali route des esclaves na kena ntiamfumu na kena mwanda poto tala état ya ba site wana. Par rapport à la préservation du patrimoine mais aussi le rapatriement comme on le dit des biens culturels congolais notamment en Belgique ou ailleurs, nous essayons de développer aussi cet échange culturel et ce rapprochement avec les afro-descendants. Nous avons le centre culturel des pays d'Afrique centrale qui se trouve ici Kinshasa, qui a été inauguré en décembre dernier. Pour nous, c'est un fruit de la coopération avec la République populaire de Chine. La RDC, ce n'est pas que Kinshasa. Sur ce plan-là, nous sommes en train de travailler assez durement pour essayer de trouver non seulement des financements ou des méthodes de financement pour avoir un peu plus d'infrastructures dans le reste du pays. À présent, parlons diplomatie à la suite de la cérémonie d'ouverture présidée hier jeudi par le ministre chinois des Affaires étrangères. La ministre d'État Thérèse Kaikwamba a pris part à la 4e exposition sino-africaine, une plateforme stratégique pour le renforcement de relations économiques entre la Chine et les pays africains, mettant en lumière les opportunités grandissantes de coopération et des développement mutuel. Quant à l'Assemblée nationale, lors de la séance plénière du jeudi 12 juin, les députés nationaux ont adopté le rapport de la Commission de défense et sécuritaire qui a conclu le projet de loi de programmation de crise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Suivez. Ces projets de loi s'inscrivent dans la réforme globale du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Il a fait l'objet de plusieurs amendements, soit une augmentation de 11,4% par rapport au budget initial. Cette augmentation est principalement due aux facteurs suivants: la planification de la construction de 1046 commissariats de police dans les entités territoriales décentralisées, l'opérationnalisation prévu de l'industrie de la police pour la production d'équipements et accessoires, l'augmentation du nombre d'écoles de police à construire et à équiper, passant de 4 à 6, l'augmentation du nombre de bénéficiaires de formation nationale spécialisée LN1, UPI, HP et GMI à former sur 5 ans de 5 000 à 10 000 policiers et la dynamisation des unités canines, la dotation de garages de maintenance pro
propres à la police dans le 26 provinces à raison de 2 par province. L'amélioration du budget alloué à l'axe stratégique C qui porte sur la recevabilité de la police et le partenariat police-population. Après son adoption, le projet de loi a été transmis au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Njoli, a installé hier la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général auprès de la Cour de cassation tendant à obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux pour détournement des deniers publics. Suivez. Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvunde, fait suite à l'autre qui avait obtenu l'autorisation d'instruction contre le même membre du gouvernement. À la suite de son instruction, Firmin Mvunde souligne qu'après les auditions, les explications avancées par Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, n'ont apporté aucun élément devant infirmer les faits mis à sa charge. Par contre, elles ont permis de comprendre d'asseoir davantage son accusation. Le procureur charge Mutamba de détournement des deniers publics. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a procédé ces jours à l'installation de membres de la commission. Jacques Njoli a dévoilé le membre du bureau qui devrait diriger cette commission spéciale et temporaire, à savoir Sindani Kandambu Donald, président, Fumuma Panda Malamba Zéphérin, premier vice-président, Bondo Lundeba Micheline, deuxième vice-présidente, Bila Milangu Claude, rapporteur, et Bileni Dieudonné, rapporteur adjoint. En plus de membres du bureau, cette commission est composée de 23 membres qui doivent travailler d'arrache-pied afin de présenter le rapport à la plénière avant la clôture de la session de mars 2025 prévue le 15 juin prochain. Monsieur Valentin Kechi, avocat près la Cour d'appel et activiste des droits de l'homme, a donné des éclaircissements quant à la récusation du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvunde, et des magistrats par Constant Mutamba, ministre de la Justice, pour partialité, règlement de compte, acharnement et conflit direct. La loi prévoit ceci et nous devons faire l'interprétation selon que la loi a prévu, mais ce n'est pas selon les sentiments. La réquisition est une procédure d'abord permettant à une partie de demander qu'un magistrat soit écarté d'une affaire en raison de soupçons de partialité. Dans notre pays, la procédure est régie notamment par le code de procédure pénale et les principes généraux du droit. Seul est justiciable, c'est-à-dire une partie au procès, à son nom propre peut récuser un magistrat. Et la demande doit être formulée personnellement, pas au nom d'une institution ou d'un ministère, cas particulier du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, en tant qu'autorité politique, n'est pas au-dessus de la loi et ne fait pas partie de l'autorité judiciaire. Il n'a aucun pouvoir hiérarchique ou disciplinaire sur les magistrats du siège, ni sur les magistrats instructeurs dans une affaire où il est lui-même parti. Donc le ministre de la Justice ne peut pas récuser les magistrats, ou même si l'affaire les concerne personnellement. S'il veut récuser un magistrat, il doit le faire en son nom propre, comme n'importe quel citoyen, sans utiliser les moyens ou les titres de l'État. Si une telle réquisition est introduite sur les sceaux ou l'intitulé du ministère, alors qu'elle concerne une affaire personnelle entre lui et le procureur général, cela pose un problème grave. Alors, abus de pouvoir, conflit de terrain, violation du principe d'indépendance de la justice, possiblement une infraction disciplinaire ou pénale selon les circonstances. En conclusion, en droit congolais, un ministre de la Justice ne peut pas récuser les magistrats instructeurs dans une affaire qui les concerne personnellement. Et encore moins au nom du ministère de la Justice, cela viole les principes de partialité, de séparation de pouvoir et ne peut engager sa responsabilité. Ce que nous pouvons peut-être dire ou conseiller au ministre, quand même le procureur après la Cour de cassation aille à répondre à sa réquisition, il n'a qu'à préparer sa défense. S'il estime qu'il n'a pas détourné l'argent, étant donné que le procureur après la Cour de cassation est l'autorité hiérarchique, il n'a pas un chef supérieur à lui, automatiquement, il engage sa responsabilité, il ne peut que de préparer sa défense.
En marge de son séjour dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité hier jeudi l'orphelinat maman Denise Nyakeru, située dans la ville de Kolwezi, accompagnée de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, initiatrice de cette œuvre à caractère humanitaire. La conférence épiscopale nationale du Congo condamne les propos diffamatoires du ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba. À son égard, elle dénonce ces accusations graves sans preuve et s'étonne du silence des institutions du pays. Elle appelle à la paix, se réserve de droit de saisir la justice et invite les fidèles à prier pour le concerné. Suivez. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risque de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, lors de la deuxième partie des travaux de la deuxième conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi, dans la province du Lualaba, présenté un état des lieux de la ville de Kinshasa. Il a profité à l'occasion pour demander l'apport du gouvernement central. Suivez. Cette évaluation était centrée sur son ambitieux programme Kinshasa Izobonga, un plan stratégique estimé à 10,5 milliards de dollars américains, un plan qui s'articule sur 3 grandes initiatives structurantes et s'aligne sur 6 engagements du président de la République dans son programme quinquennal en matière de gouvernance urbaine, d'infrastructure et de qualité de vie des citoyens. Parmi les secteurs prioritaires évoqués figurent notamment la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine afin de fluidifier la circulation et améliorer l'accès aux différents quartiers de la capitale, dont 60 km de routes ont déjà été livrés sur les 170 km programmés. S'agissant de la santé publique, le gouverneur Daniel Bumba a parlé de la mise en place d'une brigade d'hygiène urbaine, un projet de pharmacie moderne dans les communes. Une démarche qui place la santé au cœur du développement urbain durable. Dans son allocution, le gouverneur de la ville de Kinshasa a saisi cette occasion pour solliciter l'appui du gouvernement central pour mener à bien les chantiers en cours, notamment dans les domaines de la voirie et de l'assainissement, afin d'assurer leur achèvement. Chaque 13 juin de l'année, le monde entier célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le thème choisi pour cette année, exigeons nos droits, protégeons notre peau et
Préservons nos vies. Suivez. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est un événement annuel visant à informer et à sensibiliser les publics aux défis rencontrés par des personnes atteintes d'albinisme. Cette condition génétique rare se caractérise par une absence partielle ou totale de mélanine, entraînant une dépigmentation de la peau, des cheveux et des yeux ainsi que des troubles visuels. Les personnes atteintes d'albinisme sont souvent victimes de discrimination, de stigmatisation dans certains pays. Ici est de retenir que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme en décembre 2014, à la suite d'une campagne menée par des organisations de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme. Cette initiative répondait à la nécessité de lutter contre les préjugés et les persécutions dont ces personnes sont victimes, notamment en Afrique subsaharienne, où des croyances erronées les exposent à des actes de violence. Depuis sa première célébration en 2015, cette journée est devenue un moment clé pour promouvoir l'égalité et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser le grand public aux réalités de l'albinisme, de défendre les droits fondamentaux des personnes atteintes d'albinisme, d'encourager les gouvernements et les organisations internationales à prendre des mesures concrètes pour les albinismes et ainsi que de promouvoir l'inclusion sociale et l'acceptation de personnes atteintes d'albinisme en favorisant leur contribution à la société. Notons que les Nations Unies ont reconnu l'albinisme comme une question de droits humains, appelant les États à adopter des mesures de protection spécifiques. De nombreuses personnes atteintes d'albinisme souffrent de problèmes de vision sévères, rendant difficile leurs accès à l'éducation et à l'emploi sans soutien adapté. Rappelons que cette journée constitue une opportunité essentielle pour sensibiliser la société et encourager un changement durable en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme où les personnes atteintes sont discriminées face à cela, Blessing Kassassi, défenseuse des droits humains, a lancé un message de motivation aux albinos du monde entier et les appelle à impacter le monde. Elle était au téléphone de Chanceline Lusambolo. Avec l'espoir que ce message fera naître un sourire radieux sur vos lèvres. Sachez que notre condition d'albinisme peut parfois nous emmener à ne pas croire en nous, à nos potentiels, à nos dons et à nos talents, à cause justement de notre déficit visuel, de notre couleur de peau ou encore des obstacles sociaux et d'accès à une bonne éducation. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous et une vérité fondamentale à vous dire. Ceci est sincèrement faux car nous sommes bien plus puissantes que nous le pensons. Et si le succès de l'école se résume au nombre de pourcentages et au diplôme obtenu, la réussite dans la vie par contre va au-delà de ça. Elle réside dans notre capacité à identifier et exploiter positivement nos talents, à nourrir nos passions et à transformer nos compétences uniques. Car chaque personne a une valeur ajoutée et une importance monumentale. Vous portez en vous une lumière capable d'influencer et de transformer le monde. Ainsi donc, se résigner face aux défis, c'est un choix. Mais se relever et avancer en est un autre, car on n'est pas nécessairement responsable de qui on est, mais on est entièrement responsable de qui on choisit de devenir. Exploiter, impacter et inspirer, car le monde attend ce que vous seul pouvez offrir. Mesdames et messieurs, à présent, passons à la page internationale. Le bilan des inondations causées par des intempéries hivernales en Afrique du Sud s'élève à 49 morts d'après le gouvernement local. Des fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux ont touché plusieurs zones de la province du Cap oriental. De fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux. La météo hivernale touche l'ensemble du pays et particulièrement la province du Cap oriental depuis la semaine dernière. Le bilan humain est terrible. Il fait état de plusieurs dizaines de morts, dont des enfants. Nous regrettons la perte tragique des enfants dont le transport scolaire a été emporté par les eaux. Le nombre de personnes à bord du minibus a été confirmé, 13 élèves, 2 adultes, le chauffeur et son assistant. Malheureusement, le décès de 4 d'entre eux ainsi que celui du chauffeur et du conducteur du minibus taxi a été confirmé.
Les opérations de recherche se poursuivent et le bilan pourrait s'alourdir. Plusieurs centaines de personnes ont été déplacées depuis lundi, notamment dans les districts d'Ortambo et d'Amatolé. Certaines familles ont tout perdu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à la vigilance et à la solidarité face à des conditions météorologiques qui restent très menaçantes. Cet épisode extrême pourrait durer encore plusieurs jours. Israël a déclaré l'état d'urgence et dit s'attendre à une riposte de Téhéran après son attaque contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran. Suivez. Des bâtiments toujours en feu au petit matin, d'autres presque totalement effondrés, tous touchés par des frappes israéliennes. C'est en plein cœur de la nuit que Téhéran était la cible de l'État hébreu. Plusieurs explosions coordonnées et d'épais nuages de fumée qui s'élèvent dans le ciel de la capitale iranienne. Des frappes qui ont également touché la ville de Natanz, dans le centre du pays, où se trouve le principal site d'enrichissement d'uranium d'Iran. L'objectif affiché par Israël est clair, viser des sites nucléaires et militaires iraniens. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée pour faire reculer la menace iranienne à la survie même d'Israël. Cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour supprimer cette menace. Pendant des décennies, les tyrans de Téhéran ont ouvertement et effrontément appelé à la destruction d'Israël. Ils ont soutenu leur rhétorique génocidaire par un programme pour développer des armes nucléaires. Des frappes qui ont déjà fait plusieurs victimes de haut rang, à commencer par cet homme, Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution, tué dans l'attaque israélienne. Ces bombardements interviennent alors que les négociations sur le nucléaire iranien entre Téhéran et Washington, en cours depuis plusieurs semaines, devaient reprendre dimanche. Les États-Unis avaient laissé entendre dès jeudi que des frappes israéliennes pourraient survenir rapidement, mais la Maison-Blanche assure ne pas avoir participé à cette attaque. Ce soir, Israël a mené une action unilatérale contre l'Iran. Nous ne sommes pas impliqués dans les frappes contre l'Iran et notre priorité est de protéger les soldats américains dans la région. Que cela soit clair, l'Iran ne devrait pas viser les intérêts ou le personnel américain. Immédiatement, l'espace aérien iranien a été fermé. Aucun vol également à l'aéroport de Tel Aviv. Israël dit se préparer à une riposte et a déclaré l'état d'urgence. Terminons ce journal avec la réaction de ces Iraniens après les frappes israéliennes. Suivons. C'est inacceptable. Tant de scientifiques ont travaillé dur pour cela. Nous y sommes parvenus nous-mêmes et maintenant ils veulent nous l'enlever. Cela signifie qu'ils essaient de nous imposer leur volonté. En tant qu'Iranien, je pense qu'il doit y avoir une réponse écrasante, une réponse cinglante. Combien de temps encore devrons-nous vivre dans la peur ? Ils ont éliminé tant de professeurs d'université et de chercheurs. Et ensuite, ils vont négocier ? Que signifie la négociation à ce stade? Que reste-t-il à dire? C'était tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.